Le grincement des baskets sur les terrains de sport vient tout juste d'être élucidé. Et si on pouvait entraîner nos poumons à ne pas réagir face à un allergène? C'est la promesse d'un traitement contre les allergies saisonnières et le mécanisme est aussi innovant que fascinant. Un rapport sur le bonheur à l'échelle mondiale vient d'être publié et je trouve certains résultats surprenants étant donné le contexte géopolitique. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous sur l'émission Avec d'ici, une émission bimensuelle où on vous parle d'actualité scientifique. Comme à chaque émission, on vous propose de deviner notre actualité mystère qu'on révèle à la fin, et pour ça on vous donne des indices. Voici le premier indice. On cherche un animal. Ouais, je suis un animal connu pour mon agilité et mon sens de l'équilibre. Et pour les personnes qui nous soutiennent sur Ulule, vous avez également droit à un indice supplémentaire. Les indices ont l'air évidents. Sont-ils réellement évidents ou est-ce que c'est un twist ? Réponse en fin d'émission. Réponse en fin d'émission. Et on poursuit avec l'actualité. Wow, Viviane! Je suis certain que vous reconnaissez ce petit bruit. Ce bruit qu'on peut entendre lors d'un match de basket, par exemple, le bruit aigu et répétitif des chaussures sur un parquet. Ce bruit est au cœur d'une étude publiée dans le journal Nature. Pourquoi les chaussures grincent-elles sur le sol? Grosse question dans Avec d'ici. La réponse se trouve dans la géométrie de la semelle, notamment ces rainures qui permettent à la chaussure d'adhérer au sol. Le petit squeak qu'on entend quand une chaussure accroche le parquet fait l'objet de débats scientifiques. Comment un matériau mou, comme une semelle en caoutchouc, glisse-t-il sur une surface plus rigide? Et comment ce contact produit-il un son aussi net? Ouais, et pendant longtemps, on a expliqué ce phénomène par le stick slip, ou glissement-adhérence en français. Au lieu de glisser de manière fluide, l'objet alterne entre glissement et adhérence. En gros, ça adhère, ça glisse, ça adhère, ça glisse. Très rapidement, le matériau s'accroche, se déforme, emmagasine de l'énergie, puis glisse brutalement, et ça va produire des vibrations et donc du son. Cette idée explique une partie des choses dans pas mal de situations, par exemple comme les cordes d'un violon, ça fonctionne de cette façon-là. Mais pour les chaussures qui grincent, ce n'est pas exactement ce que les chercheurs ont observé. Il faut dire que c'est difficile à étudier à cause de l'interface entre la semelle et le sol. Cet endroit, il est sous pression, ça glisse vite, et techniquement, c'est impossible de juste mettre un capteur à cet endroit-là sans perturber l'interface entre les deux matières, et c'est justement l'interface qui nous intéresse. Donc les chercheurs ont réussi à contourner le problème. Ils ont créé une expérience avec une chaussure et une plaque transparente, et ils ont fait glisser la chaussure sur cette plaque à plusieurs reprises. Vous avez même les images juste ici, très rigolo d'ailleurs les images qui sont montrées. J'aime beaucoup quand les articles scientifiques comme ça montrent des images de leurs expériences pour illustrer, c'est très, très concret. Et ils ont enregistré les grincements avec un microphone et ont été capables de filmer l'évolution des zones où la semelle était vraiment en contact avec la surface grâce à une caméra ultra rapide. Ce qu'on observe, ce sont des toutes petites ondulations, des sortes de plis qui apparaissent au point de contact et qui se propagent le long de l'interface entre la semelle et la plaque de verre. En gros, de minuscules zones où la semelle se décolle localement puis reprend le contact. Donc c'est la zone noire qui semble se déplacer sur l'image. Et ça, c'est à très haute fréquence. On parle de opening slip pulses, donc des impulsions de glissement à l'ouverture, en traduction littérale. Et ce sont probablement ces ondulations rapides qui sont à l'origine des sons qu'on entend lors des matchs de basket. Donc le grincement, ce n'est pas simplement une semelle qui racle le sol de manière uniforme, mais plutôt une semelle qui ondule localement de manière très rapide. Autre résultat très cool, c'est le rôle de la géométrie de la semelle. Les chercheurs ont comparé des surfaces plates avec des surfaces comportant des crêtes, des reliefs, etc. Comme les chaussures. Exactement. Donc c'est ces surfaces qui assurent l'adhérence au sol de la chaussure. Par contre, ici, on sort du modèle chaussures sur plaque vitrée, on passe sur un modèle expérimental plus contrôlé avec des blocs de caoutchouc. Avec un bloc de caoutchouc à surface lisse, les ondulations existent quand même, mais elles sont désordonnées, irrégulières, un peu chaotiques, comme si les reliefs canaliser en quelque sorte la propagation des ondulations. Et le son produit ressemble alors davantage à un bruit large, plus brouillon, pas ce squeak bien net qu'on associe au basket. Et selon l'équipe de recherche, ce serait un son plus proche d'un ruban adhésif qui se décolle que d'un crissement net comme les chaussures. Et une seule strie suffirait à produire un squeak. D'ailleurs, tu l'as fait tantôt, mais tu l'as comme moins assumé par exemple. Mais si cette crête est trop large, le crissement disparaît. Pourquoi ? Parce que l'ondulation a trop d'espace et redevient chaotique. Il faut donc que les rainures soient suffisamment fines pour guider le son. Comme quoi,
Un petit élément de détail, de structure peut vraiment changer complètement le comportement d'un système physique. Même matière, même type de contact, mais pas la même géométrie du bloc et le son change totalement. Tout est une question de relief, visiblement. Comme quand tu mets ta main sur une vitre comme ça, si tu fais Ouais. glisser le bout de ton doigt, tu vas entendre un petit crissement très net. Mais c'est parce que les empreintes digitales agissent aussi comme des petits reliefs. Alors que si on fait glisser toute la paume de main, ce qui est plus difficile quand même, c'est une surface qui est beaucoup plus plate, il y aura un peu moins de squeak. Donc ce sera probablement un petit peu plus lourd comme son. Et autre question, qu'est-ce qui décide de la hauteur du grincement? Donc son grave, son aigu, qu'est-ce qui décide de ça? On pourrait penser que c'est la vitesse du joueur. Et plus il va vite et plus ça pourrait jouer un rôle là-dessus. Eh bien non. Par contre, la fréquence varie à l'inverse de l'épaisseur du bloc de caoutchouc. Ça veut dire quoi? Plus le bloc est épais, plus le son est grave. Et plus le bloc est fin, plus le son est aigu. Et ils ont même prouvé ça en fabriquant des blocs de caoutchouc de différentes hauteurs, entre 5 et 20 mm, et en faisant glisser sur une plaque de verre. Ils ont réussi à produire différentes notes, et je souris déjà parce que genre la vidéo m'a fait je trouve que c'est quand même assez rigolote. Ils ont réussi à faire le thème de la marche impériale dans Star Wars. La vidéo vaut le détour, on vous la montre juste ici. C'est que moi, j'avais pas reconnu quelle musique c'était. C'est vrai? Oui. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. C'était Star Wars. Donc maintenant, la grande question pratique, est-ce qu'on peut fabriquer des chaussures qui ne grincent pas? Moi, tu sais ce que je pense comme question pratique. Est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque joueur ait une note différente? Ah bah oui, ça serait rigolo ça. Ça serait quand même plus rigolo. Un vrai concerto en même temps que le basket. Exactement. Bon, mais je pense que le plus utile, c'est des chaussures qui ne grincent pas. Alors, on s'envole pas tout de suite. L'étude ne propose pas encore de chaussures silencieuses. Pas de recette prête à être commercialisée demain. En revanche, ça suggère qu'en jouant sur la géométrie de la semelle, on peut peut-être réduire le crissement. Ouais. Si on conçoit une semelle dont les contacts glissent en une multitude de micro-événements désynchronisés, plutôt qu'en un signal bien régulier, on pourrait limiter ce grincement tout en gardant l'adhérence. À bon entendeur, si jamais vous voulez vous lancer dans un brevet de chaussures silencieuses, peut-être. Ou musicales. Et ce qui est génial, c'est que les auteurs expliquent que ce type de physique peut concerner d'autres systèmes où un matériau mou glisse sur un matériau rigide, notamment les tremblements de terre, au moins comme modèle expérimental pour étudier par exemple les mouvements des plaques tectoniques. Donc les géologues s'intéressent, les géophysiciens s'intéressent à ça. Alors évidemment, une semelle de basket et une plaque tectonique, c'est deux salles, deux ambiances, c'est pas la même échelle, pas la même chose. Tout à fait. Mais les chercheurs expliquent que les ondulations rapides le long d'une interface entre les deux matières, ça intéresse beaucoup la géophysique, comme quoi, qui aurait cru qu'un match de basket aurait pu avoir un impact éventuellement en recherche sur la tectonique des plaques? Personne. Ben voilà, vous y penserez la prochaine fois que vous entendez le sur le parquet des terrains de basket. On continue avec notre actualité mystère. Ouais. On avait notre premier indice. Ouais, on cherche un animal connu pour son agilité et son sens de l'équilibre. Et l'indice numéro 2, ma colonne vertébrale très flexible aide à me réorienter rapidement en pleine chute. C'est toi l'animal? Tu parles au jeu. Ah, peut-être. I wish. You wish. Bon, on verra quand ce sera l'animal, mais I wish. Ok. C'est cool, mais on ne s'emballe pas. Et si le meilleur moyen de calmer une allergie était d'entraîner le poumon à ne pas s'emballer avant même d'être exposé à un allergène, comment? Grâce à des fragments de bactéries, des petits fragments de bactéries, juste assez pour que le poumon comprenne comment bien réagir et apprenne à ne pas s'emballer. C'est une étude qui a été publiée par l'Institut Pasteur le mois dernier. Et entre la description que tu viens de faire et le fait que ce soit publié par l'Institut Pasteur, j'avoue que moi, la première réflexe, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est on dirait qu'on est en train d'écrire un vaccin. Ouais, le fameux mot en V. Alors ma description, il ressemble, je suis d'accord, mais ce n'est pas un vaccin à proprement parler parce qu'il faut des éléments très spécifiques pour être considéré comme un vaccin. Mais c'est justement cette nuance-là qui rend la recherche vraiment fascinante. Alors, personnellement, quand Thomas m'a expliqué cette actualité, j'ai eu du mal à comprendre parce que j'avais pas forcément en tête comment fonctionne une allergie et quels sont les mécanismes qui sont impliqués derrière. Donc c'est important de rappeler ce qu'est une allergie. Et une allergie, c'est grosso modo notre système immunitaire qui surréagit à quelque chose de normalement banal. Alors ça peut être des acariens, de la poussière, des poils d'animaux, du pollen, vous le savez si vous êtes allergique. Mais là où c'est différent, c'est que selon l'origine de la menace, le système immunitaire réagit de façon un peu différente. Et nous, il y a 2 cas qui nous intéressent dans ces types de réactions-là. Ouais. Alors le premier cas, le système immunitaire répond à un allergène.
Ça peut être du poil, ça peut être Ce qu'on vient de dire. le pollen, etc. On appelle ça une réponse de type 2. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de messagers chimiques très spécifiques qui sont recrutés en masse, mais à tort, c'est bien ça le problème, avec un recrutement de cellules immunitaires, et c'est tout ça qui va déclencher la réaction allergique qu'on connaît. Le second cas, et c'est celui qui nous intéresse le plus, le système immunitaire répond à certains types de bactéries cette fois-ci, donc pas allergènes, bactéries. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse de type 1. Et dans ce cas, les armes utilisées sont vraiment différentes. C'est d'autres messagers chimiques qui seront mobilisés. Donc on a bien une réaction du système immunitaire, mais biochimiquement derrière, la réaction en chaîne n'est pas exactement la même qu'avec des allergènes. Et l'idée de la recherche, c'est d'exploiter la réponse naturelle de notre corps contre les bactéries pour, en réalité, se prémunir de l'allergène. On utilise l'un pour se battre contre l'autre. Genre, c'est une sorte de diversion pour contrer une réponse allergique grâce à des molécules qui vont imiter la présence de ces bactéries. Et dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un modèle de souris. Ils leur ont fait respirer par le nez un allergène. Ici, c'est de la papaïne. Et ils ont testé plusieurs groupes. On vous en parle de 2. Le premier groupe, les souris étaient exposées à l'allergène tout seul. Donc ça déclenche une réaction inflammatoire d'allergie chez la souris. Classique, exactement ce qu'on connaît. Et dans le deuxième groupe, les souris étaient exposées à l'allergène, mais aussi à des fragments de bactéries. On n'en met pas beaucoup des bactéries, c'est juste assez pour déclencher une réponse immunitaire dans le poumon qui soit liée à la présence des bactéries. Et les chercheurs ont attendu 6 semaines, puis ils ont réexposé ces souris à l'allergène seul. Dans le groupe 1, chez les souris qui avaient reçu l'allergène seul au tout départ, la deuxième réaction est encore plus forte que la première fois. Comme si le poumon s'était souvenu de la première inflammation et repartait encore plus fort la fois suivante. Donc on est vraiment sur un cas d'hypersensibilité assez classique en fait dans un cas d'allergie. C'est ce qu'on vit nous quand on est exposé au pollen. Genre, ouais. Okay. Puis que quand on a encore du pollen, on continue à réagir, etc. Donc c'est assez finalement classique, on n'est pas surpris de cette réaction-là chez la souris. En revanche, dans le deuxième groupe, quand la première exposition avec l'allergène avait lieu en même temps que les fragments de bactéries, la réaction allergique ne se produit quasiment pas. Et ça, c'est très surprenant. On a pu calmer une réaction allergique, mais sans utiliser les chemins biochimiques de l'allergie. D'ailleurs, cette sorte de protection de l'allergène peut persister pendant des semaines, voire des mois dans leurs expériences. Donc, super intéressant. Alors, parlons-en de ces bactéries qui agissent sur le système immunitaire. Pour moi, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces bactéries ? Alors, les bactéries utilisées sont à la base pathogènes, mais elles ont été modifiées. Donc, elles ne sont pas vivantes, elles ont été découpées en petits morceaux, mais juste assez pour faire croire au poumon qu'il y a une infection, mais sans l'infecter pour de vrai. Tu comprends pourquoi ça m'a fait penser à un vaccin. Ça ressemble vraiment à un vaccin, mais c'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin, parce que là, on fait intervenir une petite notion un peu particulière, et c'est là le gros message clé de cette publication-là. Quand on parle d'un vaccin, on fait intervenir les globules blancs, les lymphocytes, avec la mémoire du système immunitaire, comme on peut le connaître. La protection contre l'allergène vient, ici c'est très important, vient des cellules de la paroi du poumon elle-même. Et c'est ça la vraie info de cet article. C'est que c'est vraiment un résultat majeur. On parle plus simplement de la mémoire du système immunitaire, on parle aussi de la mémoire du tissu lui-même, ici le poumon. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut démontrer que la protection vient des poumons et pas des lymphocytes, des globules blancs ? Avec la génétique, Viviane, évidemment. Le grand retour de la génétique avec DC, ça fait plaisir. Ça va mieux, ça va. ça fait du bien. Ça fait du bien de faire la génétique un petit peu. Allez, vas-y, donne-nous un nom de gène. Donne-nous un nom de gène. Ça va me faire plaisir là. Ils se sont intéressés à un gène en particulier qui s'appelle CCL11. Oh, c'est trop mignon. C'est cute ce petit nom-là, CCL11. Oui, c'est très mignon. Et donc ça, c'est spécifiquement dans les cellules du poumon. Son rôle, c'est de favoriser cette fameuse réaction allergique. Et il se trouve qu'en présence de bactéries, les chercheurs ont découvert que ce gène-là était éteint, ce qui permet en fait aux cellules du poumon d'être en fait moins aptes à déclencher la réponse immunitaire de type allergène. Alors on vous passe les détails, les passionnés d'immuno pourront se délecter de l'article très très complet sur le sujet, parce que là on a vu notre point central qui était qu'il y avait vraiment une mémoire de la part du tissu. Mais je voudrais qu'on parle aussi d'un élément de cette recherche qui est vraiment différent de d'habitude, parce que cette fois-ci, les bactéries protectrices en question sont déjà utilisées en clinique et même commercialisées dans certains pays. Pour cet usage-là en plus. Absolument. Parce que d'habitude, on parle de recherche, de médicaments qui verront le jour dans plusieurs années, si un jour elles voient le jour éventuellement. Genre. Ouais. Mais là, le médicament, en l'occurrence, il existe. Ouais. Et pour cause. L'étude dont on vous parle est financée par la compagnie qui vend le médicament. Il y a donc un conflit d'intérêts
très clair, mais qui est déclaré. Mais on a décidé de vous en parler quand même parce que l'article est publié dans un journal très sérieux. La mécanistique du phénomène est une réelle avancée dans le domaine de l'immuno, puis savoir que il y a cette mémoire tissulaire du poumon, c'est vraiment majeur. Et c'est aussi bien d'en apprendre un peu plus sur des solutions qui existent aujourd'hui. Exactement. Mais comme d'habitude, on va nuancer cette étude. Premièrement, on est chez la souris, avec un modèle expérimental bien particulier. Et puis aussi, les chercheurs utilisent un allergène très particulier qui n'est pas du pollen. Oui, de la papaïne. La papaïne, un type d'enzyme, bref, on ne voit pas ces détails, mais ce n'était pas du pollen. Donc attention à ne pas généraliser sur les types d'allergies et faire comme si c'était bon, on a réglé le problème du pollen, clairement pas. On n'a pas fait non plus de recherche spécifique sur le médicament en question dont on ne vous donne pas le nom, parce qu'en fait on ne veut pas faire de publicité, c'est pas notre objectif. Donc on ne sait pas s'il fonctionne bien chez l'humain, ni même dans quel pays il est autorisé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la science derrière et pas la vente du médicament. Et vous l'aurez compris, cette étude est financée par la compagnie qui produit ce médicament, donc on va rester vigilant, c'est important. Ouais, et puis il reste aussi beaucoup d'autres questions. Par exemple, combien de temps durerait la protection chez l'humain, si elle existe aussi chez l'humain? Est-ce qu'elle marcherait chez des personnes qui sont déjà allergiques? Parce que là, c'était pas le cas. Donc il y a d'autres questions. Pour tout vous dire, c'est une actualité qu'on a failli ne pas traiter, tant elle est complexe. Il a fallu qu'on prenne beaucoup de raccourcis explicatifs. Et à cause de ce conflit d'intérêts aussi qui nous a beaucoup fait douter, on vous en parle un petit peu plus dans le débrief, parce que toutes les émissions, on vous publie un débriefing de l'émission sur Ulule. Et donc, vous aurez un petit peu plus d'informations sur nos réflexions dans le débrief. Et notamment, vous aurez encore une autre réflexion, parce que ce sujet du pollen est un peu maudit pour nous, parce que il y a une autre actualité sur le pollen, et spécifiquement sur le lien entre les allergies saisonnières et les notes scolaires qu'on avait préparées, que Thomas avait écrit à 100%, et qu'on a décidé en dernière minute de mettre de côté. Et on vous explique aussi pourquoi dans le débrief. Donc un débrief particulièrement chargé ce mois-ci. Et exceptionnellement d'ailleurs, il sera en accès gratuit sur Ulule. Donc n'hésitez pas à aller voir, on vous met le lien dans la description. Voilà, comme ça vous pourrez voir à quoi peut ressembler un débrief, mais celui-là est particulièrement chargé. Voilà. Et tant que vous serez sur Ulule, pour les gens qui nous soutiennent, vous pourrez voter pour la photo scientifique du mois prochain. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'influencer le cours de la prochaine émission. Alors, pensez à aller voter. Cette émission est financée grâce à Stup Media qui nous ont donné une subvention pour 6 épisodes. Donc, pendant 3 mois, nous sommes financés pile à la hauteur de nos dépenses. Et si vous ne connaissez pas Stup Media, c'est un collectif de journalistes souhaitant assurer l'accès à une information gratuite, sans publicité ni placement de produits. On vous met le lien vers leur site en description. Cela dit, l'idée derrière cette subvention, c'est d'avoir 3 mois de répit financier pour justement vous convaincre de nous soutenir. Leur espoir et le nôtre, c'est qu'une fois la subvention terminée, on soit indépendant financièrement. Donc, merci grandement à eux de nous soutenir et merci à vous de nous soutenir et de continuer à nous soutenir sur Ulule. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à profiter aussi des bonus qu'on offre. Il y a un débriefing, celui de ce mois-ci va être chargé. Il y a un bêtisier chaque mois aussi. Vous pouvez voter pour les actualités et que vous nous souteniez financièrement ou non, sachez que vous pouvez nous aider aussi sans débourser quoi que ce soit, simplement en partageant la vidéo, en cliquant sur like, peut-être en cliquant sur booster aussi. Il y a cette nouvelle option aussi. En tout cas, le partage est un cercle vertueux qui nous aide aussi énormément, tout autant que l'aide financière. Donc, merci à vous. Merci. Et on va rajouter un indice à cette actualité mystère. On cherchait un animal. Un animal, le premier, donc un animal connu pour son agilité et son sens de l'équilibre. Indice numéro 2, ma colonne. Oui, je le personnifie. Ma colonne vertébrale très flexible aide à me réorienter rapidement en pleine chute. Je fais souvent ça en pleine chute. Et indice numéro 3, il paraît que je retombe toujours sur mes pattes. J'ai toujours le même animal en tête. Est-ce que c'est une actualité évidente ou est-ce qu'il y a un twist? On verra bien. On verra bien. Et on termine avec une actualité. C'est intéressant, Viviane. Alors, dans quel endroit du monde les gens sont-ils les plus heureux? Le nouveau rapport mondial sur le bonheur 2026 vient d'être publié par le Centre de recherche sur le bien-être de l'université d'Oxford. Le rapport est assez costaud, vous pouvez aller le lire par vous-même. On vous résume 4 points majeurs qui nous semblaient pertinents pour avoir un bon aperçu des résultats. Et puis, un petit point méthodo. Toujours. Parce que pourquoi pas, Les données ont été récoltées auprès d'environ 1000 personnes par année dans chacun des 140 pays et territoires. Et ce rapport, c'est un rapport synthèse en fait, qui rassemble plusieurs jeux de données.
Le rapport est constitué de plusieurs chapitres avec chacun sa propre approche méthodologique. Il mesure surtout le bonheur avec une question toute simple posée par le Gallup World Poll. Les gens doivent évaluer leur vie sur une échelle de 0 à 10. Et pour éviter qu'une seule année atypique fausse tous les résultats, le classement des pays est basé sur une moyenne sur 3 ans. Donc dans ce rapport-là, on parle de 2023 à 2025. Et on commence avec le premier constat. La Finlande reste en tête pour la 9e année consécutive et les pays nordiques dominent encore largement. Les écarts entre les pays en haut du podium sont relativement faibles. Juste derrière, on retrouve l'Islande, le Danemark et le Costa Rica, puis la Suède et la Norvège. Donc le Costa Rica en 4e place, c'est le meilleur classement jamais atteint par un pays d'Amérique latine dans l'histoire du rapport. Donc il n'y a pas que les pays dits nordiques où les personnes sont heureuses. On a aussi comme donné le Canada qui est en 25e place. C'est la première fois qu'il n'est pas dans le top 20, donc plutôt une décroissance de ce point de vue-là. La France est quant à elle 35e. Deuxième point, quand on regarde tout le classement, le bonheur progresse dans davantage de pays qui ne reculent. Si on compare la période 2006-2010 à 2023-2025, parmi les 136 pays classés, on a 79 avec une augmentation du bonheur, 79 pays, contre 41 pays avec une diminution. Donc à l'échelle mondiale, le tableau n'est pas aussi sombre qu'on pourrait penser. J'avoue que ça me surprend. C'est surprenant ça. Il y a quand même des divergences dans les régions. Plusieurs des fortes hausses se trouvent en Europe centrale et orientale. Les plus fortes baisses sont souvent situées dans des endroits avec des zones de conflit, donc dans ou près de zones de conflit. Une majorité des pays occidentaux sont aujourd'hui moins heureux qu'au milieu des années 2000. 15 pays ont connu des baisses significatives contre seulement 4 avec des hausses. Un point assez préoccupant concerne les jeunes, surtout en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Le point positif, c'est que dans 85 pays sur 136, les moins de 25 ans sont aujourd'hui plus heureux qu'il y a 20 ans. En revanche, le bien-être des jeunes a chuté en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, à la fois en valeur absolue et également par rapport aux adultes. Donc cette baisse semble fortement concentrée dans certaines sociétés occidentales et non pas répartie de manière homogène à travers le monde. Et dernier point, l'usage très intensif des réseaux sociaux contribue à une forte baisse du bien-être chez les jeunes. Ça, c'est un point qui est très majeur dans ce rapport. Vraiment, il y a toute une partie sur les réseaux sociaux et en tout cas, ils essaient de trouver des raisons pourquoi est-ce que le bonheur diminue dans certaines régions du monde. Et les réseaux sociaux sont pas mal mis de l'avant. Le rapport s'appuie en fait sur des données, les données PISA. C'est une grosse enquête auprès de jeunes de 15-16 ans dans 47 pays, avec des questions plus détaillées sur le temps passé en ligne et les différents usages d'Internet. La satisfaction dans la vie est la plus élevée chez les jeunes qui utilisent peu les réseaux sociaux. Donc on parle de moins d'1 heure par jour. L'association est particulièrement marquée chez les adolescentes et le contraste est particulièrement marqué chez les très gros utilisateurs, ceux qui passent plus de 5, 16, 6, 7 heures par jour sur les médias sociaux. Eh bien, ces personnes-là ont un bien-être nettement plus bas que ceux qui passent moins d'1 heure. Je rajouterai une précision quand même, et puis on en a déjà parlé dans cette émission. Attention, ce sont des associations. L'œuf ou la poule, là c'est difficile. Est-ce que c'est les médias sociaux qui rendent malheureux ou est-ce que c'est parce qu'on est malheureux qu'on va sur les médias sociaux? Ça, l'étude ne peut pas le voir, elle mesure des associations. Attention aussi à ne pas tout mettre dans le même sac. On fait la distinction selon les activités en ligne et les plateformes. Les plateformes conçues pour faciliter les liens sociaux comme WhatsApp ou Facebook montrent une association claire et positive avec le bonheur, tandis que celles basées sur la diffusion de contenu gérées par des algorithmes, TikTok, Instagram, X, sont souvent associées négativement. Donc par exemple, l'Amérique latine combine une forte utilisation des réseaux sociaux avec un niveau élevé de bien-être chez les jeunes, en grande partie grâce à une utilisation axée sur la communication. Donc la communication, l'apprentissage, les nouvelles sont plutôt associés à une meilleure satisfaction de la vie, alors que les usages plus passifs ou récréatifs le sont un peu moins. En résumé, le rapport dit 3 choses. Le bonheur à l'échelle mondiale ne s'effondre pas. Ça fait du bien de l'entendre, j'ai l'impression. Deuxièmement, la chute du bien-être des jeunes est surtout concentrée dans certaines régions occidentales. Et troisièmement, les réseaux sociaux semblent faire partie du problème. On dit bien ça au conditionnel, encore une fois, comme tu disais tantôt. Ce n'est pas un lien de causalité, c'est une corrélation, une association qu'on fait, une observation. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, on est sûr que vous avez un avis là-dessus. Et on arrive enfin à notre actualité mystère. Est-ce que vous aviez trouvé la réponse? Dites-nous en commentaire à quel animal vous pensiez. Est-ce qu'il y avait un twist? Non, il n'y a pas de twist. Il n'y avait pas de twist. On cherchait
le chat. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chats arrivaient à se retourner en plein vol pour retomber toujours sur leurs pattes? Le mécanisme précis derrière ce mouvement n'a toujours pas été élucidé, malheureusement. Selon une étude japonaise, ce ne serait pas une question d'agilité, mais plutôt de structure anatomique. Oui, les chercheurs ont d'abord analysé des colonnes vertébrales de chats, fait des tests mécaniques pour mesurer la force maximale que peut encaisser chaque région de la colonne, son amplitude de rotation, sa rigidité, sa flexibilité, etc. Et ils ont aussi filmé et décortiqué des vidéos de chats adultes lâchés par un étudiant à une hauteur d'environ 1 mètre. Ils ont filmé les chutes pour comparer le moment où le haut puis le bas du tronc se retournent. Grosso modo, la région thoracique est très flexible, donc plus grande amplitude de rotation, peu de résistance, moins de rigidité. Non, je ne suis pas en train de vous faire une démonstration. À l'inverse, la région lombaire est plus rigide et plus résistante. En gros, le chat n'a pas une colonne uniformément flexible. On a l'avant du tronc qui est optimisé pour pivoter et l'arrière pour rester plus stable. Make sense. Dans toutes les images vidéo, les deux chats tournent d'abord leurs pattes avant, puis leurs pattes arrière. Donc ils pivotent le haut du corps et terminent leur rotation pour faire face au sol, pour bien calculer le lieu d'atterrissage, puis ils ajustent le reste du corps. Il y a donc bien cette idée d'un redressement séquentiel, d'abord le haut du corps, puis le bas, et ça colle avec l'idée que la grande souplesse de la colonne thoracique aide le chat à initier rapidement la rotation en une fraction de seconde pendant la chute. À noter aussi que si le haut du corps tourne plus vite, ce n'est pas uniquement grâce à la colonne vertébrale, c'est aussi parce que l'avant du chat, donc la tête, le cou, les pattes avant, est beaucoup plus léger, environ 26% de la masse corporelle contre 49% pour la partie arrière. Étant plus léger et plus flexible, eh bien, l'avant pivote beaucoup plus facilement. Donc, oui, c'est vrai, le chat retombe toujours sur ses pattes, notamment grâce à une organisation très particulière de sa colonne vertébrale. Petit bémol important, l'étude est de petite taille et selon les auteurs, une partie des mesures présente quelques lacunes en termes de méthodologie. Donc le problème n'est pas tout à fait résolu. On va encore pouvoir en parler avec Dessy. Les scientifiques précisent qu'ils veulent recueillir davantage de données sur la chute des chats pour créer des modèles mathématiques et 3D et peut-être apporter une réponse définitive sur ce gros sujet d'actualité. Donc avec un petit peu de chance, on aura encore des photos de chats, mais surtout des photos d'étudiants qui lancent le chat puis que le chat se retourne en l'air comme ça. Trop belles images, non? Très parfait. Ça ne pose aucun problème. Oui, mais si le chat, c'est juste 1 mètre de hauteur, ça va. Ah, ça va. T'es plus grand que le chat puis t'aimerais pas qu'on te jette à 1 mètre de hauteur. Voilà, mais il faudra 3 étudiants pour me porter, moi. Mais tu retomberais pas sur tes pattes. Ah non. Je te jure que... Ça ferait boum le dos. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement. N'hésitez pas à nous soutenir également si vous le pouvez et à partager cette émission. Cette émission ne dépend que de vous. On remercie aussi la personne qui nous a permis d'accéder aux articles scientifiques. Oui, parce qu'on a eu des difficultés à accéder à certains des articles et... ça ne fait pas beaucoup de temps. Ça fait, c'est ça, exactement. Donc, merci beaucoup à cette personne-là. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus, vous irez voir de quoi elle parle. La dernière émission d'actualité scientifique, on discute de l'IA qui influence notre façon de penser, de pollution spatiale, d'un robot microscopique et sans oublier, évidemment, on ne la présente plus, l'actualité mystère. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch Science à la carte et ses autres plateformes. On vous remercie. Dites-nous en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué et on se retrouve dans le débrief sur Ulule. Bye. Bye bye. On attaque le débrief ? Ouais. On est comme plus stressé du débrief que de... Alors on devrait pas parce que le débrief, c'est genre on vous parle d'une actualité puis on l'avait pas mise mais on vous en parle quand même. C'est...